Merci de vous joindre à notre webinaire organisé par l'Université centrale à propos de la crise que nous vivons actuellement suite à l'apparition de cette pandémie Covid-19 et ses implications juridiques, technologiques et économiques, aussi bien sur le plan macroéconomique que sur les entreprises. En effet, la crise que nous vivons due à cette pandémie ne ressemble à qu'une autre crise antérieure et les réponses traditionnelles ne seront sûrement pas suffisantes. Le processus de confinement et le ralentissement de l'activité économique dans chaque pays entraînera une perturbation majeure, quelle que soit la gravité de la propagation du virus. Mais une chose est devenue claire pour les dirigeants aux prises avec la crise. Ne rien faire n'est pas une option et demain ne ressemblera pas à hier. Deux questions se posent alors. La première, quelles sont les implications juridiques, technologiques et économiques de cette crise? Et la deuxième question, quelles stratégies doivent adopter les entreprises et leurs managers pour atténuer les effets de l'épidémie, mais pas seulement. Comment se préparer au lendemain de la crise? Mais faut-il le rappeler? Le monde a connu des crises et l'expérience a démontré que c'est en période de crise que ceux qui disposent de stratégies, d'un leadership efficace et qui font preuve d'innovation sortiront de cette crise plus forts. Et la force ici sera définie par des termes très clairs. Leadership, stratégie, plan et action. C'est pour toutes ces raisons que l'Université centrale, consciente de sa responsabilité sociétale, organise ce séminaire virtuel qui se déroulera sur 2 demi-journées. La forte probabilité d'une perturbation substantielle des revenus entraînera sûrement une crise de liquidité potentielle pour de nombreuses entreprises. Cela pourrait signifier que la reprise ne pourrait pas être un rebond rapide. Par conséquent, les managers doivent prévoir plusieurs trimestres de baisse des revenus. Toutes les parties prenantes, y compris les employés, les clients, les fournisseurs, connaissent probablement la peur et la panique. Par conséquent, vous devez nommer une équipe senior entièrement dévouée de salle de guerre Covid-19 concentrée sur cela toute la journée, tous les jours. En tant que manager, vous devez avoir en tête une cascade planifiée d'actions possibles, probablement plus agressives que votre équipe ne peut l'imaginer en ce moment. Les clients changeront certains comportements de façon permanente, accélérant les tendances antérieures. Prendre des mesures audacieuses maintenant peut vous préparer au succès pendant la récession et au-delà. C'est pour répondre à toutes ces problématiques que nous organisons ce séminaire qui va se dérouler sur 2 demi-journées, aujourd'hui, ce matin et demain matin. Ce matin, nous aurons deux séances importantes. La première va concerner les aspects médicaux du Covid-19. Tout ce que vous devez savoir sur le Covid-19. Cette séance sera animée par 3 grands professeurs de médecine. Professeur Chedjiri, professeur émérite en médecine
et directeur de Honoris Medical Simulation Center. Professeur Rima Abdelmelek, professeur au service des maladies infectieuses à l'hôpital Rabta et past présidente de la Société tunisienne de pathologie infectieuse. Et professeur Mamoun Belchir, professeur en médecine, spécialité anesthésie. Ils auront à répondre à 3 questions suivantes. D'abord, ils vont expliquer tout ce que vous devez savoir sur le Covid-19. Ensuite, quelles réponses ont été apportées par les autorités sanitaires. Et enfin, ils vont présenter un guide pratique pour rester en bonne santé, réduire la contagion durant l'épidémie. À la fin de cette séance, nous passons à une autre séance ce matin, à partir de 10h, 10h15, et qui sera consacrée aux aspects économiques et juridiques de cette crise. D'abord, je suis sûr que vous attendez une conférence sur ce que dit le droit en la matière. Professeur Farhat Houcheni, qui est professeur de droit, ancien doyen de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, ancien ministre de la Défense et de la Justice, va vous entretenir sur cet aspect des choses, tout ce que vous devez savoir, tout ce que le droit dit. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est un cas de force majeure ou pas? Et quelles en sont les applications juridiques? Ensuite, M. Hakim Brahamouda, économiste, ancien ministre de l'économie et des finances, va vous entretenir sur les implications économiques du Covid-19 sur la Tunisie et va proposer un programme de sauvetage de l'économie. Et enfin, M. Walid Ben Salah, expert comptable, va parler de l'impact de cette crise sur l'entreprise. Il va parler du programme d'appui aux entreprises, qui est un programme d'appui conjoncturel qui a été décidé par le gouvernement. Mais il va aller au-delà de cet aspect des choses. Quelles sont les mesures de restructuration nécessaires que les entreprises doivent prendre? Voilà pour aujourd'hui. Pour demain, nous aurons 3 séances. Une première séance importante sur les aspects technologiques de la crise, qui sera une séance qui sera animée par 2 spécialistes de la question des aspects technologiques. M. Adel Galoul, qui est Digital Transformation Consultant et ancien secrétaire d'État chargé des technologies, qui va parler de la digitalisation comme outil de gestion de la pandémie. Mais au-delà de cela, ça fait des années qu'on parle de digitalisation en Tunisie et peut-être c'est l'occasion ou jamais que de généraliser cette digitalisation. Mais vous savez, cela a des obstacles. Il va nous parler des obstacles, des opportunités et des résultats attendus. Ensuite, M. Hatem Mestiri, Chief Technology Officer, va poser une question importante. Mais est-ce que, et tout le monde s'est posé cette question, je suis sûr que vous vous posez cette question, est-ce que la bande passante d'Internet est-elle capable de soutenir la charge imposée par la pandémie? Nous aurons les réponses demain matin. Elle sera apportée par M. Hatem Mestiri. Ensuite, nous passons à une 5e séance. C'est une 5e et une 6e séance qui vont concerner la vie de l'entreprise. Une séance sur l'impact du Covid-19 sur l'entreprise et les stratégies à adopter. Cette séance sera animée par le professeur Wafi Chtourou, qui est professeur à l'IHEC de Carthage, et qui va devoir répondre à 3 questions. La première, comment évaluer l'impact du Covid-19 sur l'activité de l'entreprise? La deuxième, quelle stratégie face à une crise
telle que celle du Covid-19. Quelle stratégie pour l'entreprise? Et la troisième, comment renforcer la résilience de votre entreprise face aux menaces et crises? Question très importante, j'en suis sûr. Enfin, la dernière séance, demain, c'est une séance qui va concerner la gestion des équipes pendant la crise. Comment gérer ces équipes en situation de crise sanitaire du type Covid-19? Elle sera animée par M. Lotfi Saibi, directeur et senior consultant, qui va nous entretenir sur le rôle du leadership. Et je pense que c'est quelque chose de très important pendant cette période. Le leadership joue un rôle très important. Quel est le rôle du leadership dans un environnement marqué par une crise? Et ensuite, il va donner quelques critères, quelques clés de réussite dans un environnement de crise. Gestion du changement, gestion du stress, gestion des équipes à distance, notamment le télétravail, la communication et l'adaptabilité. Bienvenue pour ceux qui sont donc rejoints à nous. Cette séance, qui va durer dans les 30 à 35 minutes, va traiter donc de tout ce que le citoyen doit savoir sur le Covid-19, qui sévit en pandémie. La Tunisie n'est pas épargnée. Et il y a un panel ici de collègues, spécialistes donc en pathologie infectieuse, professeur Abdelak Rim, professeur Mamoun Benchir, qui est réanimateur, anesthésiste réanimateur, et est obligé de s'occuper de ces malades-là quand ils deviennent graves, et on sait dans 5% des cas, ils le deviennent. Évidemment, je ne vais pas parler en chiffres, car les chiffres ne veulent rien dire à partir du moment où on a des décès. On va dire que nous avons, à la date d'hier, à l'heure d'hier, 200 cas déclarés, 2 guérisons, certes, mais il y a eu des décès, 5 décès. Donc, on ne peut pas parler de termes peu ou pas. Un décès, c'est beaucoup pour la famille sur le plan émotionnel. Bonjour à tout le monde. À travers donc cette vingtaine de minutes où on va partager ensemble ce qu'on sait sur le Covid, je vais essayer de répondre aux 3 questions qui m'ont été demandées. Donc, le Covid-19, qui est le nom de la maladie au fait, parce que le virus s'appelle SARS-CoV-2. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce virus et quoi faire pour s'en prémunir et pour essayer de faire rebondir le pays après. Donc, que doit-on savoir? C'est un virus qui appartient à une famille qui s'appelle les coronaviridés. Pourquoi? Parce que sur la microscopie électronique, il a une couronne comme ça qui l'entoure. Et c'est uniquement sur son aspect qu'on l'a appelé coronavirus. Ce n'est pas le roi des virus de toutes les façons. C'est un virus à arrêt, contrairement à d'autres virus qui sont ADN comme ceux de l'hépatite B. Il est enveloppé, donc il est très fragile dans le milieu extérieur. Et il est très, très sensible au savon et tout ce qui est détergent. On le connaît depuis très très longtemps, cette famille de virus, on la connaît depuis 1937 chez les poulets et depuis 1960 chez les humains, et elle est responsable de 30% des rhumes qu'on attrape pendant la saison hivernale et automnale. Alors, pourquoi autant de morts actuellement? Pourquoi autant de bruit? Pourquoi on parle de pandémie? En fait, parce que les nouveaux virus qu'on a vus appartiennent à une entité particulière qui est une zoonose, c'est des virus des animaux qui vont atteindre les humains. Et comme personne n'était en contact auparavant avec le virus, si le virus est bien adapté à l'homme, s'il est facilement transmissible, ça va donner une infection émergente qui va flamber comme une traînée de poudre et donnant ainsi une pandémie. Donc, sur le plan historique, on a eu un premier coronavirus pandémique et zoonotique qui avait atteint les humains. Ça a commencé, c'était 33 pays, et alors l'OMS avait déclaré la pandémie. Elle avait déclaré la pandémie au bout de 33 pays atteints.
ça avait atteint 8000 personnes avec 21% de soignants pour dire que les soignants sont très, très touchés par ce type de maladie avec une mortalité qui était de 10%. La bête qui était responsable de la transmission aux humains, c'était la civette que les Chinois mangeaient et chassaient au fait. Et c'est en identifiant l'animal que les Chinois avaient interdit la chasse et la consommation que la pandémie s'est éteinte spontanément. Il y a eu en 2012 un nouveau virus de type corona qui a été isolé en Arabie Saoudite et Koweït, qu'on avait appelé le MERS-CoV parce que c'est Middle East Respiratory Syndrome, et qui est encore présent au jour d'aujourd'hui, mais la transmission est vraiment très très faible, qui fait qu'on a à peu près 3000 cas, mais à peu près 1000 décès, donc 30% de décès, c'est une relative virulence par rapport à ce virus, mais heureusement, il n'est pas très contagieux. Toute l'Arabie Saoudite est touchée, y compris Médina et Mecca, mais quand même, les gens n'en ont pas fait un vrai problème de santé publique. Et l'animal, c'est le dromadaire, mais on ne connaît pas le mode de transmission. En Tunisie, on en a eu 3 cas, c'était à Monastir en 2013, avec le décès du papa et 2 qui sont restés en bonne santé. Et depuis, on a une stratégie nationale contre ces maladies émergentes. Alors, qu'en est-il du Covid-19? Le virus s'appelle SARS-CoV-2, donc Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 par rapport au premier de 2002 qui s'appelait le 1. Et l'animal, initialement, on avait cru que c'était la chauve-souris, mais après, on a trouvé un autre animal qui avait un virus plus proche que celui de la chauve-souris et isolé chez les humains. Qui est le plan épidémiologie, en fait, la maladie avait commencé le 8 décembre en Chine, avant même l'arrivée au niveau du marché des animaux et le marché des animaux marins. Et on avait initialement trouvé cette épidémie vers le 31 décembre, on avait déclaré ça. Le CDC des Chinois avait déclaré ça aux instances internationales de l'OMS vers le 3 janvier. Et puis, on a identifié définitivement le virus le 7 janvier. Et après, l'épidémie a échappé pour aller en communautaire, malgré la fermeture du marché d'animaux. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'une infection qui était cantonnée à la Chine, c'est arrivé partout. Et sur les données d'hier, on avait atteint 451 000 cas, alors que la Chine s'était limitée à 84 000 cas, avec 20 000 décès, alors que les Chinois n'ont déploré que 3 100 décès, avec 112 000 guérisons. La première période, c'était que les cas chinois. Actuellement, l'épidémie est éteinte quasiment en Chine, mais après, ce que vous voyez comme recrudescence, c'est les cas extra-chinois, en particulier européens et américains. Comment se transmet ce virus? Ce virus se transmet par les gouttelettes et non pas par l'air. Donc, quand on tousse, quand on parle, quand on éternue, on sort de petites gouttelettes de salive qui contiennent du virus qui sort des poumons atteints, mais il faut vraiment que la personne soit face à face avec une autre personne et qu'elle soit à une distance inférieure de 1 mètre pour que la gouttelette atteigne soit la cavité buccale, soit la cavité nasale ou les conjonctives. Chose qui est quand même difficile en temps normal, sauf si on est dans un lieu qui est très, très encombré, et là, on a des distances qui sont plus proches. Sinon, le mode de transmission le plus fréquent, c'est le contact et les surfaces à cause de ce dépôt de gouttelettes au niveau des surfaces. Et là, toutes les surfaces peuvent être touchées. Les claviers, les poignées de porte, l'argent en monnaie, les robinets, les boutons d'ascenseur, les téléphones. Et donc, au maximum, il faut limiter se toucher et se protéger par un papier mouchoir pour éviter la transmission. Et donc, un virus qui se dépose ici, j'ouvre la porte, je contamine mes mains, et en contaminant mes mains, je vais saluer d'autres personnes. Et là, je vais contaminer les mains des autres, parce que ça dure 10 minutes sur une main, ça dure sur du plastique pendant quelques heures, sur du métal aussi pendant quelques heures, sur une surface inerte sèche 3 heures, mais sur une surface humide, ça peut aller jusqu'à 9 jours. Et donc, si je touche une surface contaminée, je vais toucher d'autres personnes que je vais contaminer, ou je vais toucher mon visage, et on touche son visage jusqu'à 60 fois par heure, et donc j'attrape le virus, et donc je serai contaminée. Jusqu'à quel point il est contagieux? En fait, ce virus n'est pas très, très contagieux, il est aussi contagieux que celui de la grippe, qui, un malade contamine entre 1,5 personne et 2 personnes et demie, on admet plus ou moins 2 à 3 personnes, mais il y a des super
transmetteurs, ceux qui vont aller dans tous les lieux encombrés, fermés d'une ville, et on peut voir des gens qui contaminent jusqu'à 40, 50, 60 personnes. Il y a même eu une dame qui a contaminé 158 personnes parce qu'elle a passé 48 heures dans une urgence dans le pays chinois. Donc, comment se manifeste cette maladie? Après avoir contracté le virus, on va avoir une période silencieuse où le virus est en train de s'installer dans le poumon et c'est ce qu'on appelle l'incubation. Pendant cette incubation qui dure en moyenne 5 jours, mais va d'extrême de 2 à 14 jours, le patient n'est pas du tout contagieux parce que le virus, il est dans les cellules pulmonaires, il ne sort pas dans l'air. Puis vient la phase d'invasion qui est la dernière, disons, période avant les symptômes qui dure généralement 24 heures, mais on peut aller jusqu'à 48 heures. Et là, le patient est contagieux. Mais il est encore asymptomatique. Puis vient la phase d'état et la phase de symptômes, qui est contagieuse aussi. Et là, on peut avoir une fièvre supérieure à 38, une toux sèche dans la grande majorité des cas, une asthénie majeure, une dyspnée d'aggravation rapide dans la moitié des cas, des myalgies, donc des douleurs musculaires, des céphalées, une diarrhée chez les sujets âgés en particulier. Et il y a des signes nouveaux qui sont apparus en Europe, comme l'agosie, quelqu'un qui ne ressent plus rien au niveau du goût, l'anosmie, qui ne sent plus rien au niveau de l'olfaction, et puis les myocardites fulminantes. Donc ça, c'est en gros ce qu'on peut voir comme symptômes, mais comment ça évolue? Au fait, cette maladie, généralement, elle est anodine. Donc, on a des manifestations simples dans 80% des cas. On a des patients qui vont avoir des signes sévères qui nécessitent hospitalisation dans 15% des cas et des formes graves qui nécessiteront l'intubation-ventilation mécanique dans 5% des cas. Reste que, parmi les formes simples, 10 à 15% vont évoluer vers les formes sévères et parmi les formes sévères, il y a 15 à 20% qui vont évoluer vers les formes graves nécessitant ainsi l'intubation. Donc, quand on a des pathologies qui prédisposent à ça, on peut avoir des aggravations relativement rapides. Plusieurs formes cliniques peuvent être décrites, des formes très peu symptomatiques comme chez les enfants qui deviennent des vecteurs de transmission, un simple rhume, un syndrome pseudo-grippal, ou d'emblée une détresse respiratoire sévère, ou encore chez les sujets âgés, confusion, diarrhée, vomissement, nausée, et parfois on va jusqu'à la défaillance multi-organe. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire des formes graves? Chez l'âge de plus de 60 ans, les immunodépressions, les diabétiques décompensés, les porteurs de cancer, les porteurs de maladies respiratoires chroniques, en particulier l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive, les gens très tabagiques, les malades de cœur, donc tout ce qui est cardiopathie, mais qui est décompensé avec insuffisance cardiaque, les maladies du rein avec la dialyse, l'hypertension mal équilibrée et enfin l'obésité. L'âge n'est pas vraiment un facteur limitant parce qu'on peut attraper la maladie à n'importe quel âge, mais on voit que la maladie est concentrée surtout sur les 40-60 ans. Mais la mortalité est dépendante de l'âge directement. Vous voyez que le rouge, c'est le taux de mortalité. Plus on est vieux, plus on meurt plus facilement. Le traitement, comment on va traiter? Donc, généralement, on les divise en plusieurs formes. Les formes aussi symptomatiques ou très peu symptomatiques, ceux-là, ils vont avoir que du paracétamol. Et ils vont s'isoler à domicile. Les formes légères, donc j'ai de la toux, j'ai une petite oppression thoracique, mais je ne suis pas nécessitant oxygène. Là aussi, ils vont rester à domicile. Avec ceux-là, on va les hospitaliser, ils vont recevoir de l'oxygène, ils vont avoir un traitement symptomatique, une antibiothérapie en cas de troubles de surinfection bactérienne, et puis un traitement antiviral. Et pour les formes sévères, on va les hospitaliser directement en réanimation avec un traitement antiviral, une réanimation. Quelles sont les molécules qu'on va utiliser? Là, c'est sur le guide d'experts qu'on a concocté avec INEAS Santé et les différentes sociétés savantes. Donc, pour les formes polysymptomatiques, c'est que le paracétamol, les formes légères aussi. Pour les formes modérées ou légères avec comorbidité, on va donner une molécule de chaque, donc azithro plus hydroxychloroquine ou chloroquine. Et s'il y a ceftriaxone, et s'il y a surinfection bactérienne, on donne de la ceftriaxone. Pour les formes sévères, de même, on va utiliser une molécule de chaque rubrique, azithro plus chloroquine ou hydroxychloroquine, plus lopinavir ou remdesivir. Et en cas de surinfection, on va rajouter un antibiotique à l'arriosphère. Donc, comment les autorités ont réagi à tout ça?
Donc, en fait, initialement par l'éducation du grand public, avec des affiches, avec des spots publicitaires, télé, radio, et les interventions des médecins, des autorités, des directeurs de la DSSB, de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Tout le monde a intervenu pour essayer d'éduquer le grand public afin d'être conscient et des modes de transmission, mais aussi de la forme clinique et de que faut-il faire devant une suspicion. La réponse du ministère était dynamique avec une collaboration étroite en intra-ministériel entre la DSSB, l'Observatoire, la direction d'hygiène, les directions régionales, la direction de la santé universitaire et scolaire, mais aussi interministériel avec les ministères du transport, l'OACA, l'intérieur, l'éducation, la défense. Tous les ministères étaient inclus dans cette riposte contre le Covid-19. Et là, on avait stratifié la maladie en 5 niveaux. Le niveau 0, où on a 0 cas identifiés. Le niveau 1, où on a 1 ou plusieurs cas importés, mais sans aucune transmission locale. C'était le cas au début, quand on n'avait que les cas venant de Chine. Et puis le niveau 2, c'est quand on a la transmission communautaire limitée, donc un revenant d'étranger qui va contaminer sa famille ou un membre de sa famille, mais il ne faut pas avoir plus que 3 zones géographiques touchées. Le niveau 3 auquel on est, c'est la transmission communautaire soutenue sans qu'on fasse lien avec un revenant de l'étranger. Et puis le niveau 4, c'est la transmission communautaire soutenue généralisée au niveau de tous les territoires. Là, de ça va dépendre bien sûr la riposte, qui est une riposte dynamique, stratifiée, avec un leadership qui est celui de l'Observatoire. Donc, on a 0 cas, ou des cas sporadiques, ou des foyers de cas, ou encore une transmission communautaire. Et là, on commence par les mesures d'isolement universel, on éduque le peuple, puis on commence à isoler les cas en cas de cas sporadiques avec leur prise en charge et l'éducation de entourage, puis la quarantaine des contacts étroits, la suspension des rassemblements publics et enfin la restriction des déplacements. Et c'est là où on est actuellement. Bien sûr, on avait commencé par fermer les aéroports et détecter les cas par la mesure de tout ce qui est température, l'interrogatoire au niveau de tout ce qui est aéroport, port et point d'entrée terrestre. Au sein des structures hospitalières, on a établi les moyens diagnostiques initialement, on a validé la PCR, on a préparé les hôpitaux en leur demandant de faire les besoins et d'évaluer leurs capacités. On a renforcé la veille épidémiologique avec l'Observatoire et la DSSP. On a fait des scénarios pour évaluer le nombre de cas afin de savoir quoi évaluer et quoi préparer. Et cette évaluation des besoins était aussi bien en locaux qu'en matériel, qu'en médicaments, en personnel et en logistique, ce qui est vraiment un programme très, très important et très grandiose. Donc, il y a eu aussi un comité d'experts et des comités d'experts dont quelques-uns étaient pour le conseil, d'autres pour l'aide à la décision et d'autres pour l'élaboration de guides pratiques avec INEAS, qui avait inclus aussi bien le diagnostic que la prise en charge pratique, thérapeutique, mais aussi le suivi des patients. Que faire pour arrêter la contagion? Donc, ça, c'est individuel et social, au fait. Donc, il y a eu la riposte officielle. Et cette riposte officielle, je vous donne l'exemple de la Chine qui a réussi, ça y est, à maîtriser l'infection. Donc, initialement, on avait le début de la maladie vers le 7-8 décembre, puis ça a augmenté progressivement. Ils ont fermé le marché ici le 1er janvier, mais quand même, les cas ne faisaient qu'augmenter. Et ils ont isolé le nouveau virus le 7 janvier. Oui, ils ont continué à travailler, ils ont développé la PCR. Et là, le 21 janvier, ils ont fermé le pays. Ils ont fermé Wuhan, puis ils ont aussi établi des hôpitaux. Vous vous rappelez des hôpitaux bâtis en 10 jours, c'était 2 nouveaux hôpitaux, mais en tout, ils ont créé 16 structures hospitalières en quelques jours, 2 bâtis et d'autres qui étaient réquisitionnés uniquement. Et là, enfin, ils n'ont quasiment plus de cas à partir du 17 mars, à part quelques cas importés. Pourquoi on doit faire de la restriction? Pourquoi on doit faire beaucoup de limites de contacts? Parce que plus on a de la distance sociale, plus le nombre de cas sera limité. Donc là, si on ne fait aucune distanciation sociale, les cas ne feront que augmenter d'une façon exponentielle. Si on fait la restriction à J21 du premier cas,
on aura cette courbe-là, mais si on le fait à J20, on aura gagné 40% de cas. Et donc, plus on fait les limitations plus tôt, plus on gagne au niveau de cas. Et donc, parmi les choses qu'on pouvait faire au niveau local et qui ont été encouragées, mais pas beaucoup de travail en aérant les locaux, en mettant les gens dos à dos, en espaçant les bureaux pour avoir plus bien pour l'entrée dans le lieu de travail que sur les supermarchés. Et enfin, désengorger les lieux publics, en particulier le transport en commun, mais aussi. Et là, on avait fermé tout ce qui est salle de sport, cinéma et tout ça. Pour les moyens personnels, donc le ECDC, le CDC et l'OMS sont tout à fait d'accord qu'il y a 3 niveaux d'action. Les mesures environnementales, et là, il faut fréquemment laver les surfaces, laver les vêtements, laver les objets, mais aussi les sols, avec une solution de détergent ou encore de l'eau de javel. Et puis, minimiser au maximum l'échange d'objets, téléphone, commun, tout ce que vous pouvez imaginer comme objets, mais aussi les jouets entre enfants. Et enfin, limiter au maximum la ventilation, parce qu'il ne faut pas créer de courant d'air, mais il faut avoir une ventilation sur la rue à travers les fenêtres ouvertes. Il faut se laver les mains correctement, éternuer, tousser dans un mouchoir en papier et enfin, ne pas mettre de masque en milieu ouvert. C'est uniquement dans les lieux bandés, dans un milieu de transport où je risque d'être face à face avec une personne que je vais mettre ce masque-là. Et puis, distance 1 mètre, c'est un minimum requis pour être certain qu'on ne va pas recevoir les gouttelettes au niveau de la bouche. Et enfin, l'auto-isolement. Mais un auto-isolement veut dire rester dans une chambre, porte fermée, fenêtre ouverte et ne pas sortir dans les espaces communs, sauf avec bavette. Comment se laver les mains? En fait, on se lave tous les mains, mais il faut vraiment suivre ces recommandations pour bien enlever le virus des mains, sur lesquelles il peut persister 10 minutes. Et là, ça dure au moins 30 secondes à 1 minute. Ce n'est pas en 10 secondes qu'on se lave les mains. Il faut se laver au savon, mais n'importe quel savon, il n'y a pas besoin de faire un en particulier. Bien frotter tous les recoins de la main, entre les doigts, le dos de la main, les pommes, les poignets, sous les ongles, tout doit être lavé correctement. Et enfin, il faut s'essuyer avec un papier et fermer le robinet avec le papier et non pas à main nue pour ne pas recontaminer sa main. On peut aussi utiliser la friction hydroalcoolique, mais qui ne se fait que sur des mains propres. La meilleure façon de se laver, de se protéger, c'est le savon et l'eau, et non pas la friction hydroalcoolique. Mais si on n'en a pas sous la main un point d'eau, on peut utiliser la friction hydroalcoolique, mais ça se fait que sur main propre et non pas sur main sale. Et là, c'est la même technique, mais absolument, il faut compléter par la désinfection du poignet. Et là, il est important de se laver les mains après 2 à 3 frictions, sinon ça ne sert à rien, ça devient un nid à bactéries. Pourquoi on fait autant de mesures de protection? Ce n'est pas pour embêter les gens, ce n'est pas pour limiter leur liberté, mais c'est pour éviter ça. Si je ne fais pas de mesures d'isolement, si je ne fais pas de mesures de protection, et individuelles, et gouvernementales, et locales, j'aurai un pic tellement important qu'il va dépasser les capacités d'un système de santé quelconque. C'est ce qui se fait actuellement en Italie. Mais si je fais ce qu'il faut pour limiter la transmission, j'aurai mon pic, mais ce sera un pic raboté, ce sera un pic d'eau qui risque de se prolonger aussi dans le temps, mais j'aurai les moyens de traiter les patients, j'aurai les moyens d'avoir une mortalité limitée et non pas une très très haute mortalité. Quelles sont les expériences qu'on a? On a l'expérience iranienne, italienne, et là vous voyez que même l'américaine, c'est en train d'augmenter d'une façon très exponentielle, contrairement au Japon, Singapour, Hong Kong, mais aussi d'autres pays qui ont réussi leur deal, c'est avoir des distanciations sociales efficaces, des moyens de protection efficaces. Et là, vous voyez que les gens n'ont quasiment rien. C'est vraiment une courbe très, très douce. Pourquoi? Parce que culturellement, ils ne se touchent pas. Culturellement, ils restent loin les uns des autres. Donc, l'application des mesures n'était pas aussi difficile que pour nous, Méditerranéens, qui sont expansifs, qui sont habitués à nous toucher d'une façon très, très importante. Et donc, quel sera notre destin en Tunisie? Il est entre nos mains. Soit on va respecter la distanciation sociale, soit on va respecter l'auto-isolement, soit on va changer complètement d'habitude. Sinon, on va rejoindre la courbe italienne. Et là, je vous rappelle que notre système de santé est doté de médecins et de paramédicaux extraordinaires qui ont des connaissances extraordinaires,
mais notre infrastructure n'est pas adaptée à un pic comme ça. On ne saura pas du tout prendre en charge les patients. Merci. Merci Madame Abnat pour cet exposé pertinent. Vous avez répondu aux objectifs que vous vous êtes fixés dès le départ. Donc, la prévention au niveau de toutes les échelles, mais essentiellement individuelle, cette distance, le fait de rester chez soi et se laver les mains, l'eau et du savon. Alors, ceci, je retiens la plaque, l'avant-dernière, que je trouve éloquente, où vous mettez les deux pics. Inch'Allah, ما نخلطوش البيك اللي قلت عليه. اللي قلت هنا rose. ناخذه في الbleu. Il y a une question pour vous de la part de Madame Malim Chtivi en disant bonjour docteur, les malades atteints de maladies chroniques sans prise d'immunosuppresseurs sont-ils des immunodéprimés? Est-ce qu'elle prend des corticoïdes? Elle n'a pas dit. Elle a dit que finalement, d'après, sans prise d'immunosuppresseurs. Bon, elle fait le tout, l'amalgame, je pense. Prenons le premier cas, un ne prend pas d'antibiotiques, un ne prend pas de corticoïdes, pardon. Donc, si jamais on ne prend pas d'immunosuppresseurs du tout, si notre maladie de fond est équilibrée, normalement, on n'est pas assujet d'être porteur de formes graves ou d'évoluer vers les formes graves. Non, on n'est pas considéré immunodéprimé si on ne prend ni d'immunosuppresseurs ni de corticoïdes. Sauf si on a une maladie immunodéprimante pour elle-même, comme le VIH, voilà. Par exemple. Donc, maintenant, l'autre cas de figure, maladie chronique avec corticoïdes au long cours. Est-ce qu'on doit les considérer comme immunodéprimés ou là? Oui, si c'est une corticothérapie à forte dose, on doit le considérer comme immunodéprimé. Et là, il ne faut pas du tout qu'ils arrêtent leur traitement. Il faut contacter leur médecin et en cas de maladie, on saura quoi faire et on saura conseiller. Mais il ne faut jamais arrêter un traitement au long cours. On risque d'aggraver sa maladie, on risque de décompenser la maladie de fond. Très bien. C'est clair. Si Memoun Béchir, il se Non, rien de spécial, sauf que la corticothérapie, comme vient de dire professeur Rim, vraiment ça diminue énormément les capacités de défense et c'est une situation d'immunodépression, même si on n'en prend pas. Même si on ne prend pas pour des maladies, des pathologies aussi chroniques comme la maladie de Crohn, ça peut être une maladie immunodéprimante, donc il y a un risque plus élevé que les autres. Une autre question, Slem Ferjeni, pour les personnes allergiques au paracétamol. Que faire en cas d'apparition de symptômes? Le paracétamol, c'est uniquement un traitement symptomatique pour la fièvre, pour bien tolérer la fièvre. C'est interdit de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est interdit de prendre des corticoïdes, mais elle peut utiliser les moyens physiques, c'est-à-dire les glaçons, les petites briques de glace qu'elle met dans un chiffon et elle les met sur les axes vasculaires. On peut alléger les vêtements, on peut aérer la chambre, mais on n'a pas le droit de prendre l'anti-inflammatoire et il faut boire beaucoup d'eau aussi. Très bien. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Tout ce que je peux... Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il faut vraiment se méfier, ne pas prendre, si on ne peut pas prendre du paracétamol, il ne faut surtout pas prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Surtout pas, parce que c'est conseillé dans certaines situations, mais là, ça peut aggraver une situation et aller vraiment vers des cas qui sont très, très compliqués, qui peuvent mettre en jeu la vie de la personne. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont vraiment à proscrire dans ces situations-là. On ne peut pas remplacer le paracétamol avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme le Profinit, comme beaucoup d'autres médicaments. Très bien. Une autre question qui vient de tomber là. Bon, il vous remercie pour la présentation, Larim. Et c'est un anonyme. Et sa question, est-ce que l'affaire de la chloroquine a été tranchée en Tunisie ou pas? Il ajoute encore, il y a une étude chinoise qui vient d'être publiée concernant l'utilisation de la chloroquine. À vous la parole. Donc, merci Sidzili. En fait, pour la chloroquine, nous avons tranché et nous avons choisi clairement que sur le tableau que j'avais mis tout à l'heure, qu'on va l'utiliser pour les formes
graves et les formes sévères, et les formes qui ne sont pas graves, mais avec des comorbidités. Donc, on va utiliser la chloroquine avec de l'azithromycine et même avec un autre antiviral si jamais la situation le nécessite. Mais initialement, ce sera uniquement en hospitalier parce que ces associations majeures, la toxicité cardiaque des différents médicaments, sachant que le virus lui-même peut être toxique pour le cœur, donc on risque d'avoir des arrêts à domicile. Donc, on ne peut pas donner des médicaments comme ça à domicile sans surveillance. Au moins les 5 premiers jours, le temps qu'on sache que le CG est normal, et puis on pourra libérer les patients qui s'améliorent chez eux pour finir le traitement à domicile. J'ajouterai à cette question de ce collègue, de ce spectateur, est-ce que, et vous l'avez insisté là dans votre exposé, l'association hydroxychloroquine et azithromycine, vous confirmez aussi que l'association avec l'azithromycine est efficace? Dans plusieurs publications, ça peut être efficace. Il y a beaucoup d'études d'essais cliniques qui sont en cours pour valider ces constatations cliniques, parce que c'était que des constatations cliniques. Et pour l'étude de Raoult en particulier, je voudrais rappeler à tout le monde que dans les formes modérées, l'élimination spontanée du virus se fait en 6 à 7 jours maximum. Mais dans les formes très graves, on peut éliminer le virus jusqu'à plus de 14 jours. Et donc, c'est une étude qui a été faite dans un bras, il y a 20 patients, dans l'autre, il y a 16. Et il a mesuré tous les jours la charge virale, mais il n'a pas randomisé. Et donc, on ne sait pas comment interpréter ces résultats. Est-ce qu'il y a eu clairance spontanée du virus, parce que c'était des formes qui ne sont pas graves, ou est-ce qu'il y a eu clairance parce qu'il y avait l'association azithrochloroquine? Mais il y a actuellement beaucoup d'études en cours sur ça qui vont valider ou invalider. Et de toutes les façons, nous, on a retenu l'association pour les cas qu'on va hospitaliser. En d'autres termes, le meilleur niveau de preuve en médecine, c'est le fait de comparer deux groupes comparables et on peut l'avoir qu'avec tirage au sort et randomisation. L'état actuel des choses, il n'y en a pas. Et donc, on se base sur l'avis d'experts. Entre autres, vous citez M. Raoult, qui est une référence mondiale. Évidemment, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous les dents. Et donc, il faut aller vers l'avant, d'autant plus que cette molécule, vous la connaissez, vous, pour le paludisme, déjà depuis une vingtaine d'années. Plus que ça, c'est une molécule qui est très, très ancienne, très vieille, qu'on a utilisée pendant très longtemps pour la prévention et le traitement du paludisme. Puis, on l'a utilisée dans beaucoup d'infections à germes intracellulaires, parce que ça rend le milieu toxique pour la bactérie. Et on a découvert son effet anti-inflammatoire, ce qui fait qu'on l'utilise actuellement énormément dans les maladies de médecine interne, de rhumatologie, de dermatologie, où il y a beaucoup d'inflammation. Très bien. Il ne faut pas s'affoler. C'est indésirable aussi, donc on va l'utiliser, mais avec les indications qu'on va retenir et qu'on a retenues depuis au moins une dizaine de jours. Donc, il ne faut pas qu'on s'affole. Il y a des médicaments. Voilà. Une question pour vous, si Béchir, vous êtes spécialiste en anesthésie et réanimation, et c'est une question pour vous. Donc, quand c'est grave, merci. Enfin, la collègue ici, merci de nous parler de l'animation dans les cas graves. On va dire les cas graves. Vous avez donné le chiffre de 5% de la totalité, c'est peu. Mais pour la famille qui a un malade qui a un cas grave, c'est beaucoup. Alors, vos résultats, enfin, ce qui est dit dans la littérature. Alors, le résultat, c'est que la réanimation, c'est d'un malade qui devient très, très lourd très rapidement parce qu'il a ses poumons sont très atteints, donc il va avoir des difficultés respiratoires qui vont nécessiter une intubation, c'est-à-dire une mise sur machine et sur une ventilation mécanique qui va pouvoir l'aider à respirer. Mais c'est une maladie qui est vraiment qui évolue très rapidement et qui peut aller vers des problèmes d'insuffisance rénale si le malade n'est pas pris suffisamment tôt. Et cette prise en charge devient très dangereuse pour le personnel qui prend en charge ce genre de malade si nous n'avons pas les moyens suffisants pour les protéger. Et c'est des évolutions qui dépendent du terrain. C'est pour cela quand on parlait du terrain, un terrain immunodéprimé, c'est un terrain dans lequel on pourrait avoir
plus de risques que sur un terrain qui est en meilleur état de santé. Et théoriquement, normalement, ces malades qui sont moins immunodéprimés auront moins de complications que ceux qui sont immunodéprimés. Et de toute façon, c'est la charge virale, c'est l'atteinte des poumons et qui va faire vraiment la différence entre un malade qui est pas très grave et un malade qui va rapidement devenir très grave. Donc, le pronostic, il est à l'état du poumon avant l'arrivée du Covid-19. Absolument, c'est l'état sur lequel apparaît l'atteinte virale, la charge virale, et c'est ce qui va définir le pronostic de ce malade, s'il va s'en sortir ou non, et c'est vraiment, ça fait toute la différence. Bien. Juste, le temps presse là, et juste quelques questions. Une avant-dernière. Donc, c'est quoi l'effet du Covid-19 pour une femme de 40 ans souffrant de l'hépatite B et ayant une immunité basse, la rime? Donc, l'effet de ce virus pour une femme de 40 ans qui souffre d'une hépatite B, je pense chronique, ayant une immunité basse. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire immunité basse pour une hépatite B, sauf si elle est au stade de cirrhose. Au stade de cirrhose, elle a un risque de faire une infection grave. Par contre, j'ai vu une question qui est pertinente, c'est la contagion d'un médecin de clinique doit-elle nécessiter sa fermeture? Non. J'y arrive. Oui. Vas-y, allez-y, continuez. En fait, quand un médecin tombe malade, il faut voir ses contacts intimes et les retracer. Il faut absolument qu'il se mette en quarantaine pendant 14 jours. Et après, on doit désinfecter la clinique, mais comme ce n'est pas un virus air, on n'a pas besoin de désinfecter l'air. On va aérer la clinique, on va nettoyer toutes les surfaces et les sols, et on pourra reprendre le travail sans souci. Bien, alors une dernière question, parce qu'il est 10h06. Vivre avec des personnes âgées est le cas le plus... C'est le cas le plus délicat, je crois, à la vie. Il faut prendre plus de précautions de cette maladie ou pas? Voilà la question. Donc, au fait, quand on a un sujet âgé à la maison, il faut faire attention pour ne pas le contaminer. Donc, il faut garder la distance sociale de 1 mètre minimum. Il ne faut pas l'embrasser, il ne faut pas saluer à la main, il ne faut pas faire des accolades. Et si jamais il est très, très fragile et qu'on craint qu'on ait été soi-même contaminé, il vaut mieux lui laisser tout ce qu'on a acheté pour lui devant la maison et non pas entrer. Mais de toutes les manières, si on vit dans la même maison, il vaut mieux garder la distance sociale, éviter les enfants parce qu'ils risquent de le contaminer parce que les enfants ne comprennent pas la distance sociale. Et puis, il faut veiller sur sa santé, sur sa boisson, il faut qu'il continue à prendre ses médicaments et comme ça, espérant qu'il ne soit pas contaminé. Mais il faut lui interdire les espaces très pleins de monde. S'il y a des fêtes familiales, il ne faut pas qu'il y aille. Pas qu'il fasse de visite parce qu'on ne sait pas s'il y a des gens qui sont malades ou pas, là où il va partir faire de visite. Donc un enfant, un petit enfant, il peut être porteur sain et contaminer papy, s'il doit l'embrasser. Contaminer papy, mamie, quoi. S'il est avec des sujets, avec ses grands-parents, il peut les contaminer. Oui. Eh bien, merci professeur Abdelakrim, merci Simoun Béchir.